Les refrains de mon cœur, Frédéric Zetoun. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je suis heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous des refrains de mon cœur sur RCJ. Aujourd'hui, notre invitée est l'une des plus belles plumes de la chanson française. Depuis quelques 30 ans déjà, elle a su, à la force de ses mots et sans grand tapage médiatique, conquérir un public d'une étonnante fidélité. Vous allez la voir une fois en concert et vous êtes certain de ne plus jamais manquer l'un de ses spectacles. C'est Linda Lemay qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être notre invitée. Bonjour Linda, comment allez-vous ? Ça va tellement bien. Là, je suis à l'aube de la suite de la tournée, en fait. Et puis, ça me rend vraiment très heureuse de savoir qu'il y a plein de beaux rendez-vous avec le public un petit peu partout. Mais c'est vrai que lorsqu'on vient vous voir une fois, je l'ai expérimenté, c'est comme un vaccin. On ne peut pas... on devient addict. C'est vrai que vos disques sont là, mais vous voir sur scène, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Oui, c'est vrai que les spectacles, ça donne une seconde vie aux chansons. Souvent, lorsque je fais du studio, c'est une version des chansons. C'est là, c'est beau. C'est la base, elle est là. C'est la base et c'est fait tout en spontanéité. Les chansons sont toutes neuves, viennent de naître, mais après ça, elles ont toute une vie. Elles se transforment, puis avec l'aide du public, avec les réactions du public, l'émotion que le public apporte aux chansons, en fait, ça devient autre chose. Oui. Et vos chansons, vous ne vous contentez pas de les jouer. Allez voir Linda Lemay sur scène, c'est un vrai show. C'est-à-dire qu'on est entre un spectacle d'humour, d'émotion, mais vous êtes une entertaineuse. Enfin, vous êtes comédienne sur scène aussi. Vous n'êtes pas que chanteuse. Il y a un côté comédien, oui, c'est vrai. Il y a des gens qui prennent soin de ne jamais parler sur scène. Vous parlez, vous amenez les chansons, vous les replacez dans un contexte. En fait, c'est plus des chansons, c'est des véritables petits tableaux à chaque fois. C'est vrai que j'aime écrire le spectacle. Donc, il y a une base bien écrite où est-ce que j'essaie de surprendre le public parce qu'il y a plusieurs chansons qui vont être très émouvantes, qui même parfois bouleversantes, mais là, il faut en ressortir de ces chansons-là. Souvent, je le fais avec humour, Bien souvent sûr. avec des petits sketchs qui séparent mes chansons, et ça crée un bel équilibre, justement. On a l'impression qu'au-delà même de vouloir surprendre le public, c'est vous-même que vous cherchez à surprendre. Oui. Vous vous amusez tellement sur scène, on a la sensation que vous amusez, que vous riez. Vous ne riez pas de vos plaisanteries, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a une telle jouissance sur scène qu'on a l'impression que c'est vous que vous surprenez aussi. Oui, mais j'aime ça, ne pas me répéter d'ailleurs de soir en soir. Et donc, oui, j'aime laisser de la place à l'improvisation. Donc, les deux mots d'ordre pour le spectacle, et même en studio, quand je fais du studio, c'est spontanéité et liberté. Alors, je me fais plaisir et j'aime surprendre les gens, puis j'aime faire rire mes musiciens sur scène aussi. Et c'est contagieux, le rire, et ça fait tellement de bien. Alors, Linda, votre actualité, vous en parliez à l'instant, une tournée dans toute la France, jusqu'à la fin du mois de mars 2024. Un Olympia, votre 63e Olympia, qui est déjà complet, donc voilà, au moins ça c'est fait, le 18 décembre prochain. Et puis, c'est aussi la réussite d'un projet qui semblait un peu fou, sortir en 1111 jours, 11 albums de 11 chansons. C'était un pari fou de faire ça. Mais on a dû prendre pour une folle dans votre entourage professionnel. Oui, dans l'entourage, dans tous les entourages. Je dirais que tout le monde me regardait avec beaucoup de doutes dans les yeux quand j'ai dit ça. Ils se sont dit, OK, elle a quel âge? Est-ce qu'elle est encore bien lucide et tout ça? Donc, il y avait effectivement cette espèce de réaction... de doute. Surtout au moment où les disques se vendent de moins en moins. Oui, puis en plus, on commençait la pandémie. C'est un acte un petit peu dadaïste quand même. Mais je l'ai vu. En fait, j'ai eu une vision en 2017, je pense, quand j'ai eu ce flash-là. J'ai vu que ça allait exister. Et moi, quand je suis capable de visualiser quelque chose, je sais que ça existe déjà. Donc, j'avais pas de doute que le projet allait exister. Je ne savais pas exactement ce que ça donnerait. C'est une heure que vous avez vu une montre, c'est ça? C'est 11h11 que vous avez vu une montre. Oui. Ça faisait suite, je pense, à la perte de votre papa aussi. Oui, exactement. Un grand chagrin qui souvent donne aussi une inspiration qui est juste là pour nous ramener à la vie, quoi, en fait. Oui, c'est ça, une recherche de sens, en fait. Quand j'ai décidé de me lancer dans ce grand projet-là, c'était réellement un sentiment d'urgence puis une recherche de réponse. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Tu sais, pourquoi la vie, si la mort? Tu sais, c'est réellement
si on vient du mystère, puis on va y retourner de toute façon, c'est quoi cette parenthèse? Donc, il y avait vraiment quelque chose de bien philosophique dans cette démarche-là, une envie d'obéir aussi à un débordement d'émotions. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne quand j'écris des chansons. Créatrice. Voilà, ça monte. Alors, j'obéis à ce débordement-là. Ça donne ce que ça donne. Je fais jamais rien. Je fais pas mes chansons pour qu'elles soient dans un cadre particulier, qu'elles soient dans un son particulier. Moi, le son que je donne aux chansons, c'est ce qui va le mieux porter l'histoire que j'ai envie de raconter. Et c'est comme ça que je construis mes albums, que je construis mes spectacles. Donc, je me laisse surprendre par ce que ça veut donner. Alors, une chanson, moi, qui m'a profondément bouleversé, qui fait partie, je crois d'ailleurs, de ces 11 albums, une chanson magnifique qui s'appelle Ta robe, une chanson qui parle de la fin de vie, la fin de vie de l'être cher qu'on apporte, qu'on porte à bout de bras jusqu'au bout. Je vous propose d'écouter cette chanson. Ta robe, Linda Lemay. Je sais pas comment, maman, tu me l'as pas appris. Comment je te mets ta robe, comment je te lève du lit. Puis tes médicaments, c'est compliqué, voyons. Moi j'ai pas ça dans le sang, j'ai pas la vocation. Comment je te place les jambes pour pas que t'aies mal au dos. Quelle couverture je dois prendre pour m'assurer que t'es chaud. Puis quand je t'apporte du jus, est-ce qu'il faut que je tienne le verre? Comment je dois faire pour que tu l'avales pas trop de travers? Comment je t'escorte, maman, pour aller au petit coin? Comment ils font les gens qui te prodiguent tes soins? Quel mur il faut que je regarde pour pas que ça t'humilie? Je suis pas une garde malade, je suis juste ton fils maudit. Je sais même pas par où il faut que je t'agrippe le bras. Il est devenu si mou qu'il me fond sous les doigts. Quand je veux t'aider, maman, j'ai l'impression que je nuis. Je veux pas te blesser, pourtant je le fais chaque fois que je fuis. Linda Lemay, Ta robe. Votre force, Linda, c'est d'aller chercher aussi bien dans le domaine de l'humour que de l'émotion des angles de traitement de chansons qu'on n'avait jamais encore entendus. Oui. Cet angle-là de la fin de vie, traité de cette façon-là, où est-ce que vous allez chercher ça? Dans ma vie, mais parfois, c'est pas toujours de l'autobiographie, bien évidemment. Ça peut être dans une confidence. Parfois, je sais même pas d'où ça me vient, ces idées de chansons-là et ces angles-là que je trouve. Ça sort naturellement. Donc, quand je disais tout à l'heure que j'obéissais à des débordements d'émotions, je me laisse vraiment surprendre par ce qui va apparaître sur la feuille, par ce qui va se passer en dessous de mes doigts sur la guitare. J'aime me laisser surprendre par ce que je vais me raconter à moi-même. Et dans le cas de Ta robe, ben c'est sûr que j'ai une maman qui a 85 ans. Elle est en pleine forme. Elle est pétillante, elle est complètement là, lucide, drôle. Je pense que c'est d'elle même que je prends cet humour-là qui m'aide à dédramatiser ce qui est dramatique dans la vie. Mais il reste que c'est une personne qui va être de plus en plus vieillissante. Dépendante. Évidemment. Alors, je pense à ça, je me mets dans la situation et je me projette dans un avenir peut-être proche où est-ce que je me dis, oui, mais est-ce que je me sens capable de m'occuper de mon parent ou de ma mère qui vieillit, qui va avoir des besoins de plus en plus grands? Donc, c'est réellement... Et qui va devenir comme votre enfant à terme. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est la vie. Il faut la trouver belle, cette vie-là. Alors souvent, comme la fin de vie n'est pas tellement respectée, que nos vieux, on les met dans un coin, c'est tabou. Alors tabou. Moi, j'aime ça, me faire un tableau de ce qui existe. Justement. Et réussir à le trouver beau. Donc, ça fait démarrer des conversations, ces chansons-là. Alors, ça peut aider. Et en parlant de tableau... Dans cette chanson-là, dans toutes vos chansons, mais peut-être encore dans celle-là encore plus précisément, on a la sensation que vous avez manié votre stylo comme une caméra. C'est-à-dire que c'est pas des mots, c'est des images qui sont sur le papier. Ouais. Cette dame, on la voit. Ouais. Cette dame est dans les toilettes dont vous détournez le regard parce que vous ne voulez pas la voir sur les toilettes, mais vous allez être obligé de la sortir de là. Oui. C'est vraiment des images de film. C'est des images...
très concrète. Et c'est ça que j'aime, moi. Et celui qui m'a un petit peu appris à écrire de cette façon-là, c'est peut-être Francis Lalanne, il y a plusieurs années, quand j'avais écouté ses chansons comme « Rentre chez toi », comme La boue au fond du cœur. Donc, il y a plein de chansons comme ça, où est-ce qu'il utilisait un langage tellement précis et concret et intime que ça m'avait bouleversée. Et ça a changé ma façon d'écrire quand j'ai découvert l'œuvre de Lalanne. Alors justement, Linda, je vous rappelle le principe de notre émission. Vous avez eu, via votre attaché de presse, l'excellent François Troller, la gentillesse de nous livrer comme ça quelques chansons qui ont compté dans votre vie. Et nous allons ainsi nous promener au gré de vos préférences musicales. Votre premier choix, Francis Lalanne, on va en parler tout de suite après. Votre premier choix, c'est quelqu'un, je crois, qui a terriblement compté pour vous. Vous avez eu le bonheur de le rencontrer. C'est notre Johnny national, Johnny Hallyday. Et racontez-nous la rencontre avec lui, ça s'est passé comment? C'était un rêve que je voulais pas vraiment faire, mais je le faisais malgré moi, parce que quand on a une idole, moi j'ai connu Johnny Hallyday par la télévision. C'était un reportage à la télévision. J'avais 9 ans. Donc, évidemment que j'ai commencé à rêver de lui, de le rencontrer un jour. Il était très connu au Québec? Non, pas tellement. Donc, j'allais voir dans la section H des 33 tours parce qu'il n'y avait pas Hallyday au complet. Là. Il fallait que j'aille voir dans les H mélangés. Puis là, des fois, je trouvais un album de Johnny Hallyday. Je l'achetais. Moi, je pensais que j'étais la seule à être fan de lui comme je l'étais. Quand je suis débarquée ici en France, écoute, là, c'est fait... Oh, OK, je suis pas originale du tout. Donc, ça a été un vrai coup de foudre. Et je l'ai rencontré pour la première fois, je crois que c'était en 2000. Et je ne voulais pas le rencontrer pour pas briser tout ce grand fantasme-là qui m'habitait. Je me disais, non, faudrait tellement que la rencontre soit parfaite. Ça pourra jamais être aussi parfait que dans mes rêves. Et ça l'a été. Et ça l'a été. Ça a été extraordinaire, même qu'il m'a fait un compliment après notre petite rencontre, notre petite conversation. Il s'est retourné après qu'on se soit quittés. Il a dit, en passant, j'aimerais quand même vous dire que vous êtes très jolie. De se faire dire qu'on est très jolie par Johnny Hallyday, là, c'est le plus beau compliment au monde. Le côté bête de scène, c'est quelque chose que vous avez aussi avec lui. Moi, je vous ai vu sur scène à l'Olympia, plus de 3 heures de rang sur scène, sans même boire une goutte d'eau. Comme si ce lien que vous aviez, ce temps précieux que vous aviez avec le public, vous ne vouliez pas le perdre, même pas le temps de prendre un verre d'eau. Vous faites comment pour tenir comme ça plus de 3 heures sur scène? Je me nourris de l'énergie de ce beau public-là qui de toute évidence, me donne énormément d'amour. Donc, c'est vrai que je veux rien rater et je veux pas que le rythme soit brisé parce que comme mes spectacles sont très longs, j'ai tellement de choses à raconter, j'ai tellement de chansons que je veux présenter aux gens, puis je veux laisser de la place à des nouveautés. Je veux laisser de la place aux souvenirs aussi. Donc, le temps est précieux. Le temps est précieux. Je remplis mes spectacles pour que ce soit bien rythmé et que les gens, justement, ne voient pas le temps passer. Alors, de Johnny, vous avez choisi un de ses tout premiers succès en France, 1964, Le Pénitencier, l'adaptation d'une chanson des Animals, The House of the Rising Sun. The House of the Rising Sun. J'espère que vous apprécierez mon accent anglais. Et donc, une chanson adaptée en français par quelqu'un qu'on connaît bien, Evelyne Bugui, une immense auteure qu'on ne présente plus, et un certain Hugo Frey. Et c'est Hugo Frey qui a fait la version française, qui a co-signé la version française. Pourquoi cette chanson en particulier? En fait, cette chanson-là, elle était importante pour moi lorsque j'ai commencé à jouer de la guitare. C'est souvent les premiers accords de guitare l'on apprend. C'est vrai. C'est en haut du manche, c'est assez facile. Et voilà. Il y a un barré quand même, je crois. Quand même, oui, c'est ça. Donc, c'est pas si facile que ça, mais c'est une bonne chanson pour commencer à jouer de la guitare. Donc, ça faisait partie de mes premiers apprentissages de guitare. En plus, c'était beaucoup joué dans les bars de chansonniers où est-ce que je me tenais quand j'espérais faire ce métier-là. Mais c'est devenu encore plus important pour moi après une des dernières rencontres que j'ai eues avec Johnny Hallyday. C'était lors d'une de ses tournées au Québec. Une de ses dernières tournées qui faisait des petites salles. Et moi, j'ai décidé que j'allais le suivre pendant 3 spectacles de suite. J'étais au premier rang avec ma sœur. Dans mon cœur, j'avais encore 9 ans. Groupie totale. Même si j'avais déjà rencontré Johnny à plusieurs reprises dans ma vie, dans toutes sortes de soupers, de toutes sortes d'événements,
ce sont ces rencontres-là qui m'ont le plus marqué. Où est-ce qu'il a dit au public, alors j'aimerais saluer une amie à moi, Linda Lemay, là, déjà qui me traite de son amie. C'est pas mal. J'en revenais pas. Et il dit, j'aimerais t'offrir cette chanson. Et là, il s'est mis à chanter, toi, la fille qui m'a aimé, je t'ai trop fait pleurer. Alors, c'était pour moi un des plus beaux souvenirs, des plus belles décharges d'adrénaline que j'ai pu ressentir dans ma vie. On l'écoute, cette chanson? Oui. Allez, on l'écoute. Le pénitencier. Les portes du pénitencier bientôt vont se fermer. Et c'est là que je finirai ma vie comme d'autres gars l'ont fini. Pour moi, ma mère a donné sa robe de mariée. Peux-tu jamais me pardonner? Je t'ai trop fait pleurer. Le pénitencier, le choix de Linda Lemay dans les refrains de mon cœur. Linda, vous avez déjà eu l'occasion d'aller chanter en prison? Oui, une fois dans une prison pour les femmes. En France ou au Québec? C'était au Québec, mais ça fait très longtemps. Oui, j'étais curieuse de savoir comment ça se passait en prison et tout ça. Et donc, mais ça n'a pas été tellement long. Là. Ça a été un C'est un spectacle comme les autres quand on va chanter pour des gens qui sont en détention? Ça fait tellement longtemps que ma mémoire me fait défaut un petit peu. Je me rappelle plus de ce que j'avais chanté, mais je suis sûre que j'avais choisi les textes, un répertoire qui pouvait les toucher particulièrement. Puis je me sentais aussi proche de ce public-là que de n'importe quel public. Donc, c'est l'être humain. Et puis certainement utile, parce que quand on va amener un tout petit peu de liberté dans un endroit où on en est en privé, ça... Bien, quand je disais tout à l'heure que moi, quand je suis sur scène, c'est spontanéité et liberté. Quand on s'en va chanter en prison et qu'on amène cette liberté. Et voilà, c'est un petit peu ça. Donc, la poésie, de toute façon, et la musique, c'est une belle évasion pour tout le monde. Linda, on continue notre promenade au pays de vos chansons de prédilection, oui. Alors avec quelqu'un dont vous venez de nous parler en débutant cette émission, quelqu'un qui est comme vous sur scène, d'une générosité incroyable. Les concerts de Francis Lalanne, puisque c'est de lui dont il s'agit, on sait à quelle heure ils commencent, on ne sait jamais à quelle heure ils finissent. Oui, c'est ça. Je l'ai vu, moi je me souviens à l'époque, 4-5 heures de rang sur scène, raccompagnant le public à la porte du Palais des Sports dans lequel il jouait. Enfin, c'est absolument incroyable. Et de Francis Lalanne, vous avez choisi une de ses toutes premières chansons, l'album qu'il a enregistré alors qu'il avait 20 ans, en 1979. Dans cet album, il y avait une magnifique chanson qui s'appelait La Maison du Bonheur, oui. Et une autre magnifique chanson qui s'appelait Rentre chez toi, une chanson qui s'adresse aux fans. Il débutait sa carrière, il n'avait pas encore de fans, il n'avait pas de fan club, il n'avait pas de jeunes filles qui l'attendaient devant la porte, ça c'est venu après, et il décrit cette situation comme s'il l'avait toujours vécue. Oui. C'est ça. Et je trouve ça extraordinaire parce qu'il a cette capacité d'empathie, cette capacité de deviner ce qui se passe chez quelqu'un et de le décrire dans le détail comme si c'était du vécu. Donc, j'ai toujours beaucoup, beaucoup d'admiration pour les images qu'il trouvait pour réussir à nous transporter dans cette personne-là qui nous décrit. Vous l'avez rencontré depuis? Je l'ai rencontré. La première rencontre que j'ai eue avec Francis Lalanne, il faut dire, Francis Lalanne, je sais que parfois, il peut être associé à toutes sortes d'événements moins heureux ou tout ça. Il est un peu fantasque parfois et imprévisible. Exactement. Mais moi, je ne connais pas ce côté-là. Moi, je connais l'œuvre de Francis et les quelques fois où est-ce qu'on s'est rencontrés, on parlait musique, on sortait la guitare. C'était que des beaux moments. Et en particulier, lorsque j'ai débuté ma carrière, moi, ici, avec Gérard Davoust et ceux qui se sont occupés de moi au début, j'avais fait 2 mois de spectacle dans une petite salle qui s'appelle l'Européen.
L'Européen, oui, c'était après le Sentier idéal. Après le Sentier idéal. Et là, on essayait de remplir la salle. Évidemment, c'était difficile au début parce que les gens ne me connaissaient pas du tout. À la fin, c'était bien plein. Mais dans un des derniers spectacles de ces 2 mois de spectacle-là, il y a Francis Lalanne qui s'est déplacé parce que je demandais toujours, mais Francis Lalanne, est-ce qu'il va venir me voir? Parce que c'était important pour moi. Il est venu et j'ai osé lui demander, est-ce que tu pourrais monter sur scène, me chanter une de mes chansons préférées? À l'époque, c'était Pleure un bon coup, ma petite Véro. Il a pris ma guitare, il me l'a chanté, murmuré. La salle était en pleurs. Grand moment d'émotion. Donc, ça a été un très, très beau moment. Et j'étais un petit peu, justement, comme dans Rentre chez toi, je suis devenue un petit peu fan de cet artiste-là. Et quel rapport vous entretenez avec ce qu'il est convenu justement d'appeler des fans? Ces gens qui vous suivent, qui vous aiment, qui se projettent dans vos chansons, vous arrivez toujours à garder la juste distance avec ces gens-là? Je crois que oui, parce qu'avec toutes les confidences qu'on peut me faire après les spectacles, pour certaines personnes, ça pourrait devenir lourd ou je pourrais peut-être me sentir comme responsable de « Ah, mon Dieu, il voudrait que j'écrive parce que c'est tellement important, parce qu'il a vécu tel drame, puis si je mettais des mots là-dessus, ça l'aiderait. » Puis me sentir comme un petit peu impuissante étouffée, ou sentir cette lourdeur-là de dire « Ah, moi, je devrais faire ça, puis là, j'y arrive pas parce que c'est trop. » Mais non, je garde, je pense, cette distance saine-là entre ce que je reçois de confidence, d'amour. Je dis « Bon, vous avez semé quelque chose dans mon cœur, dans ma tête. Si ça devient une chanson, ça devient une chanson et on verra. Mais moi, je n'écris pas sur commande. » Ça ne vous emprisonne pas. Et voilà, pas du tout. Et au contraire, c'est une belle complicité qui nous lie, le public et moi. Je vous propose d'écouter Rentre chez toi, Francis Lalanne. On l'écoute tout de suite. Avec tes badges et tes photos, tu sors de l'école en vitesse. Tu rentres chez toi sans dire un mot. Et quand tu pars, c'est le feu aux fesses. Qu'est-ce que tu as? Tu sais les endroits où je vais, et tu m'y attends tous les soirs. T'as toujours quelque chose à me faire signer. T'as toujours quelque chose à me faire voir. Magnifique chanson choisie par Linda Lemay dans les refrains de son cœur. Francis Lalanne, Rentre chez toi. Linda, on ne peut pas faire une émission de chansons avec vous en parlant des rencontres de prédilection et des chansons de prédilection qui vous ont guidé, qui vous ont amené à ce large public sans parler de quelqu'un qui a joué un rôle hyper important pour vous. C'est Monsieur Charles Aznavour. 1996, c'est là où vous jouez un soir et dans la salle, il y a un certain Gérard Davoust, qui est votre éditeur et notre ami depuis tant d'années. Oui. Et puis Monsieur Charles Aznavour qui vous repère, qui vous prend sous son aile et là, votre vie change. Oui. On peut la qualifier comment, cette rencontre? C'est une rencontre, c'est quoi? C'est un coup de foudre. C'est cosmique, c'était écrit, c'était quoi? Je sais pas pourquoi j'ai eu cette chance-là, que Charles Aznavour lui-même m'ouvre les bras et m'accueille dans sa famille d'auteurs-compositeurs. C'était au Festival de Montreux, je crois. C'était au Festival de Montreux. En 96, j'étais là pour un hommage à Charles Trenet. Donc, j'avais chanté 2 titres de Charles Trenet et une de mes chansons à moi qui s'appelle La Visite. Oui. Et c'est vraiment venu chercher... Qui est une chanson absolument géniale, truculente. En tout cas, les 2 Charles ont vraiment ri à gorge déployée, se sont amusés, ont voulu me rencontrer suite à l'écoute de cette chanson-là. Et même que M. Aznavour s'est penché vers Gérard Davoust en lui disant tu vérifieras si elle est libre d'édition, avec un sourire, avec ses étoiles dans les yeux et tout ça. Donc, je vivais un rêve éveillé ce jour-là. C'était incroyable de sentir que Charles Aznavour trouvait, avec une chanson que j'écrivais bien, il avait envie de connaître le reste de mon répertoire. Vous pourriez la qualifier, si vous deviez qualifier ça en quelques adjectifs. C'est quoi cette rencontre pour vous? C'est, je sais pas, c'est la chance de votre vie? C'est la clé qui a ouvert les portes? C'est quoi? Je pense que j'étais habitée d'une flamme qui m'aurait fait faire un chemin semblable. Mais c'est sûr que quand on rencontre Charles Aznavour... C'est un accélérateur de particules. C'est un accélérateur assez puissant, s'il vous plaît. Il m'a fait confiance. C'est ça le grand cadeau qu'il m'a fait. Quand les gens lui demandaient quel conseil vous voulez donner à Linda,
il répondait, elle sait très bien ce qu'elle a à faire. Alors, d'avoir la confiance, c'est le plus beau compliment. C'est le plus beau compliment. Et il se déplaçait, ça aussi, c'était un beau compliment. Il se déplaçait pour venir m'entendre sur scène. Il aimait réellement ce que j'écrivais, alors que moi, j'étais totalement sous le charme de toute l'œuvre de M. Aznavour et que je me sentais toute petite, minuscule à côté. Eh bien, lui, au contraire, il me traitait comme son égal. Et c'est ça qui était extraordinaire. C'est un vrai cadeau. De lui, vous avez choisi, comme ils disent, une chanson qui a, comme souvent dans l'œuvre d'Aznavour, a été un pavé dans la mare en 72. Le sujet de l'homosexualité était un sujet tabou. Oui. On en riait de façon un petit peu grasse quand même dans les émissions de variété de l'époque. Et l'homosexualité était souvent c'était souvent des blagues qui n'auraient pas le droit de citer aujourd'hui. C'était assez moqueur et assez humiliant pour les homosexuels. Et lui a osé cette chanson, a osé chanter ça. Pourquoi cette chanson vous touche tant ? Cette chanson me touche parce qu'elle est tellement juste. Le tableau qu'il peint de ces soirées-là, de cette situation-là, on est à l'intérieur de cette personne-là que l'on aime. Et justement, ça avec sa tristesse et son malheur aussi. Et voilà, c'est ça. Mais on aime cet humain-là qu'il nous dépeint, qu'il nous décrit de façon absolument magnifique. Et souvent, la poésie va avoir cette puissance-là. Puis qui d'autre que Charles Aznavour peut trouver les mots assez justes pour décrire une situation comme celle-là? C'est tout simplement magnifique. Et là, il a dû faire une grande, grande différence avec cette chanson-là dans la réalité des gens qui se sont reconnus dans le portrait. Bien évidemment, bien évidemment. On l'écoute, cette chanson magnifique. J'habite seul avec maman dans un très vieil appartement, rue Sarrazate. J'ai pour me tenir compagnie une tortue de Canaries et une chatte. Pour laisser maman reposer, très souvent je fais le marché et la cuisine. Je range, je lave, j'essuie. À l'occasion, je pique aussi à la machine. Le travail ne me fait pas peur. Je suis un peu décorateur, un peu styliste. Mais mon vrai métier, c'est la nuit. Que je l'exerce travesti. Je suis artiste. Linda Lemay a choisi pour nous, pour notre plus grand plaisir, comme ils disent, de Charles Aznavour, une chanson, on le disait en antenne, Linda, une chanson qui est partie, qui a été dédiée au régisseur de Charles, qui s'appelait Androuchka, et qui avait une drôle de façon de fumer, avec comme ça la cigarette juste au coin des lèvres, sous le menton. Et en partant de ce geste-là, il avait construit toute cette chanson qu'on lui avait d'ailleurs, à l'époque, vivement conseillé de ne pas chanter. C'est incroyable. Et Guy Barclay lui avait dit, mais vous n'allez pas chanter ça, mais vous n'êtes pas homosexuel, il faudra préciser que vous ne l'êtes pas. Il dit, mais vous êtes malade ou quoi? Et il a osé le chanter, et voilà. Et c'est une chanson qui a non seulement marqué son répertoire, mais qui a marqué notre époque, qui fait partie vraiment, qui dort maintenant au panthéon de la chanson française. Ah oui, une Linda, des plus belles. Une demi-heure, ça passe à une vitesse dingue. Je rappelle d'abord, merci d'avoir fait le détour jusqu'à notre micro. 11 albums de Linda Lemay et c'est toute sa discographie à aller découvrir. L'Olympia le 18 décembre, c'est complet. Alors je vais vous donner d'autres dates qui sont pas très loin de Paris. Le 26 janvier, Orléans. Le 19 mars, Villepinte, c'est dans la banlieue parisienne, c'est à 20 minutes de Paris. Amiens, c'est pas très loin de Paris, le 21 mars. Si vous avez vraiment une après-midi de bonheur, une soirée de bonheur à passer, allez voir Linda Lemay sur scène. J'adorais ses disques, je suis allé la voir sur scène. Mon rapport avec elle n'a plus jamais été la même. Vous allez voir ce que c'est qu'une grande artiste sur scène. Oh, Linda, merci beaucoup. Merci infiniment, merci. À très vite, merci. À bientôt. Au revoir.